Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous avais laissé avec le Rubik's Cube et on avait vu que l'ensemble des mélanges d'un Rubik's Cube formait un groupe. Et que précisément, puisque ça formait un groupe, eh bien, la théorie des groupes allait pouvoir nous être utile pour montrer des propriétés du Rubik's Cube. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce théorème de la théorie des groupes qui va pouvoir s'appliquer au Rubik's Cube. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème ? Ce théorème il dit que dans un groupe fini, alors un groupe fini c'est un groupe dont l'ensemble contient juste un nombre fini d'éléments, et bien dans un groupe fini, si on compose un certain nombre de fois un élément avec lui-même, on finit par tomber sur l'élément neutre. Autrement dit, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que si dans un groupe donc fini, on a un élément A, totalement quelconque, et que cet élément-là, on le compose avec lui-même, donc par exemple, donc voilà, on fait A étoile A, on obtient un résultat, et puis on le recompose encore avec lui-même, on obtient A étoile A étoile A, on a encore un nouveau résultat, et bien en itérant ça un certain nombre de fois, en le faisant suffisamment longtemps, ce processus, et bien au bout d'un moment, on va finir par trouver l'élément neutre. Si on continue, A étoile A étoile A étoile A, etc., etc., et bien au bout d'un certain temps, on obtient l'élément neutre E. Alors ce théorème, comment est-ce qu'il se traduit sur le Rubik's Cube ? Et bien sur le Rubik's Cube, ce théorème il se traduit en disant que si on prend n'importe quel mouvement et qu'on le répète un certain nombre de fois, on finit par retomber sur la position de départ. Mais par exemple, si je prends ce mouvement-là, hop, je tourne une phase d'un quart de tour comme ceci, et que ce mouvement, je le répète une deuxième fois, puis je le répète une troisième fois, puis je le répète une quatrième fois, et bien là vous voyez, je suis revenu à ma position de départ, donc à l'élément neutre de mon groupe. Autrement dit, ça, c'est bien la traduction du théorème sur le Rubik's Cube. J'ai pris un mouvement et en le répétant un certain nombre de fois, je suis retombé sur l'élément neutre. Alors évidemment, l'exemple que j'ai pris là, c'est un exemple tout simple. C'était évident dès le début qu'au bout de 4 itérations, on allait retomber sur la position de départ. Ceci dit, ce que dit le théorème, c'est que n'importe quel mouvement du Rubik's Cube, si vous le prenez et que vous le répétez un certain nombre de fois, eh bien vous allez finir par retomber sur la position de départ. Si je prends par exemple un mouvement qui fait ceci, hop, comme ça, et que je le répète un certain nombre de fois, eh bien, au bout d'un moment, je dois retomber sur, hop, voilà, c'est joué, sur la position de départ. Alors là, si vous avez compté, mon mouvement, je l'ai fait 12 fois. Évidemment, j'ai choisi à l'avance un mouvement dont je savais que ça n'allait pas prendre trop longtemps, parce qu'en réalité, le groupe du Rubik's Cube, il est bien fini, comme dit le théorème, mais il est très grand, puisqu'en fait, il y a un peu plus de 43 milliards de mouvements possibles d'un Rubik's Cube. Donc si vous prenez un mouvement totalement au hasard, il est possible que ça prenne très longtemps avant de retomber sur la position de départ. Mais le théorème dit que de toute façon, n'importe quel mouvement, si vous le répétez suffisamment longtemps, vous allez finir par retomber sur la position de départ. Alors ce théorème, là on vient de l'énoncer, on vient de voir ce qu'il signifiait pour le Rubik's Cube, mais maintenant il faudrait le démontrer, il faudrait savoir pourquoi c'est vrai. Il faudrait comprendre le mécanisme qu'il y a derrière pour que ça marche à tous les coups, quel que soit l'élément A qu'on choisit. Alors pour ça, je vous propose de faire une démonstration en utilisant un schéma. On va représenter de la façon suivante l'ensemble de notre groupe. Donc notre groupe, l'ensemble de ces éléments, on le représente comme ceci. Par exemple, dans un groupe, on sait qu'il y a toujours au moins un élément neutre, donc quelque part, il y a un élément qui est E, qui est l'élément neutre de notre groupe. Maintenant, donc, pour démontrer notre théorème, on va prendre un élément quelconque du groupe. Un élément quelconque du groupe qu'on va appeler par exemple A, comme ici au-dessus. Donc on a quelque part un élément A. Cet élément A, qu'est-ce qu'on lui fait ? Eh bien, on va le composer avec lui-même un certain nombre de fois. Donc par exemple, une première fois, on va faire A étoile A, et en faisant A étoile A, on va trouver un autre élément du groupe. Là, on trouve A étoile A. Donc autrement dit, pour passer de là à là, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien on a fait, hop, je vais le représenter avec une flèche, on a juste composé par l'élément A. Et puis après on continue. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On part de A étoile A, et puis on va recommencer, et là on tombe sur un autre élément. Cet autre élément c'est A étoile A étoile A. Et puis on continue comme ça un certain nombre de fois, hop, on fait des flèches, et puis à chaque fois on tombe sur d'autres éléments de notre groupe, en itérant la composition de A. Que nous dit le théorème dans ce cas-là, sur ce dessin ? Il nous dit que là, le chemin jaune qu'on suit, eh bien, il va finir par passer par l'élément E.
C'est ça qu'on veut démontrer. On veut démontrer que notre chemin de flèche jaune, au bout d'un moment, il passe par l'élément neutre. Alors pour démontrer ça, il faut commencer par remarquer une chose, c'est que comme on est dans un groupe, les éléments ont tous un symétrique. Donc autrement dit, en particulier notre élément A, il possède un symétrique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre chemin en flèche qui va dans ce sens-là, eh bien, on a aussi le droit de le parcourir dans l'autre sens, en utilisant le symétrique. Donc vous voyez que pour passer de cet élément-là à cet élément-là, on a fait étoile A, mais pour passer dans l'autre sens de cet élément-là à cet élément-là, qu'est-ce qu'on fait comme opération? Eh bien, on fait l'opération inverse. On fait étoile A bar. On va noter A bar, le symétrique de A. Puis de la même façon, ici, hop, on peut repasser ici et faire étoile A bar. Hop, étoile A bar. Donc autrement dit, notre chemin de flèche jaune qu'on a dessiné au début, c'est une voie à double sens. Ça veut dire qu'on peut s'y déplacer dans un sens en faisant étoile A, mais on peut aussi s'y déplacer dans l'autre sens en faisant étoile A bar, etc. Aussi longtemps qu'on veut. En particulier, ce chemin, au début, on est parti de A, c'était A notre point de départ, et on est parti dans ce sens-là, mais maintenant qu'on sait revenir dans l'autre sens, on peut aussi partir dans l'autre sens en partant de A. Et si on part de A et qu'on fait notre chemin dans l'autre sens, sur quoi est-ce qu'on tombe? Sur quel élément on tombe? On tombe sur A étoile A bar. Et A étoile A bar, qu'est-ce qui se passe quand on compose un élément et son symétrique? On tombe sur l'élément neutre. Donc autrement dit, si à partir de A, on fait étoile A bar, on tombe sur l'élément neutre. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Il y a effectivement l'élément neutre. Si on fait étoile A, l'élément neutre étoile A, on retombe bien sur A. Donc autrement dit, là on peut commencer à faire notre chemin dans l'autre sens, et puis là on peut continuer, hop, on tombe sur un autre élément, etc. On n'est pas obligé de s'arrêter à l'élément neutre. Donc voilà notre voie, voilà notre chemin qui peut se parcourir dans un sens ou dans l'autre. Le problème c'est que nous, notre théorème, là on a vu qu'on pouvait atteindre E en partant dans l'autre sens, mais nous, notre théorème, il nous dit qu'on atteint E en partant dans le sens, en suivant les flèches jaunes. Donc autrement dit, ça suffit pas pour démontrer le théorème, de dire qu'on peut passer à E en faisant fois A bar. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on parcourt le chemin dans ce sens-là, on va finir par retomber sur E. Alors pour ça, ce qu'il faut commencer à voir, c'est que, je vous rappelle qu'on est dans un groupe fini. Autrement dit, que notre chemin, il ne va pas pouvoir être infini. Si par exemple notre groupe il possède 1000 éléments, eh bien notre chemin, il ne va pas pouvoir avoir une longueur plus que 1000. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on aura parcouru tous les éléments, il faudra bien repasser par des éléments sur lesquels on est déjà passé. Donc il y a un moment donné où forcément le chemin va devoir retomber sur un endroit qu'il connaît déjà. Il va y avoir forcément à un moment donné des croisements. Mais alors ces croisements, comment est-ce qu'ils se passent? Est-ce que c'est possible d'avoir un croisement, par exemple, de la façon suivante? Est-ce que c'est possible que notre chemin, hop, je le dessine en pointillé, il fasse ceci, et puis il vienne se croiser là? Est-ce que ça c'est possible? Eh bien non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un élément avec plus de 3 branches du chemin. Vous voyez, en partant de cet élément-là, on a déjà une branche du chemin qui part par là, une branche du chemin qui part par là, mais on ne peut pas en avoir une autre ici. Pourquoi? Parce que si on en avait une autre, ça voudrait dire qu'on aurait un élément ici, et que cet élément, quand on fait A, on obtient, quand on fait fois A, on arrive là, et quand on fait étoile A bar, on arrive là. Mais là, vous voyez la contradiction qu'il y a? Quand on part ici, on a déjà dit que quand on faisait étoile A bar, eh bien on arrive là. Quand on part de cet élément-là et qu'on fait étoile A bar, on arrive sur A. Donc on ne peut pas arriver là. C'est pas possible que partant d'un élément, quand on fait étoile A bar, on tombe sur cet élément-là ou sur cet élément-là. On peut tomber qu'à un seul endroit à la fois. C'est pas possible, voilà, d'avoir deux choix. Donc autrement dit, notre chemin, il va bien falloir qu'il retombe à un moment donné à un endroit où il est déjà passé, puisqu'il n'y a qu'un nombre fini d'éléments, mais il ne veut pas faire d'embranchement en arrivant directement à un endroit où il y a déjà 2 branches du chemin qui partent. Autrement dit, ça, ici, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qui reste comme possibilité? Eh bien, notre chemin, puisqu'il ne peut pas boucler à un endroit où le chemin est déjà, traverse déjà l'élément, eh bien, il va forcément devoir reboucler en rejoignant les 2 bouts qu'on a ici. Autrement dit, forcément, au bout d'un moment, notre chemin, hop, comme ça, et comme ça, il va former
une boucle. Alors vous remarquez que cette boucle, elle ne contient pas forcément tous les éléments de l'ensemble, hein. Par exemple, sur notre cube, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une boucle qui faisait que 4 éléments, si on fait 1, 2, 3, 4. Et il y a aussi des boucles qui font 12 éléments, donc c'est possible qu'il y ait d'autres éléments qui ne sont pas du tout dans le chemin. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un chemin, une boucle comme ça, et qu'en faisant A étoile A, A étoile A, étoile A, étoile A, eh ben on va tourner en rond. Et en tournant en rond, eh ben vous voyez qu'au bout d'un moment, on passe par l'élément E. Et on part de A, on fait étoile A, 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 et hop, on arrive en E. Et quand on arrive en E, ça veut dire que là, on a fait un tour complet. Quand on arrive en E, ça y est, on a bouclé, et puis dès l'étape suivante, hop, on revient en A, donc on revient à notre point de départ, et puis on commence un deuxième tour. Voilà, donc ce schéma-là, il démontre bien que notre théorème est vrai. Ce qu'on vient de dire, c'est évidemment vrai pour n'importe quel élément A, n'importe quel élément A de notre groupe fini. Si on le répète un certain nombre de fois, ça fait une boucle, et ça fait une boucle qui forcément passe par l'élément neutre. Donc le Rubik's Cube, ce qu'on a dit tout à l'heure est bien vrai. Si vous répétez n'importe quel mouvement un certain nombre de fois, vous finirez forcément par retomber sur la position de départ.